Bonjour à toutes et à tous. Il est question effectivement de vous parler de crise, parce que la crise est un peu un mot valise. On l'emploie souvent sans expliquer exactement de quoi l'on parle lorsqu'on parle de crise. Et je vais essayer de préciser les choses en partant de trois représentations que nous pouvons nous faire du terme de crise en fonction des données de la psychologie humaine. La première représentation, elle est d'ailleurs banale, c'est celle du temps. On parle souvent de crise quand on parle dans le temps, et il y a le temps de la crise. Et ce temps est souvent représenté comme une montée dans la crise, ensuite l'acmé de la crise, et ensuite la décrue. Vous avez un mouvement en haut et en bas, et c'est ça que on peut représenter de cette crise du temps. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Gramsci. La crise, c'est quand le vieux a disparu, mais que le neuf n'est pas encore installé. C'est ce qui se passe entre le vieux et la crise. C'est donc un réaménagement sur de notre temps, la façon dont nous pouvons le vivre. Et le problème, c'est une crise dès lors que la vie vient assez vite, mais là, il y a dire comme une installation, c'est-à-dire au lieu d'avoir un mouvement assez vite, on a une espèce de plateau et puis après la décrue. Sauf que nous sommes dans le plateau. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore sorti de la crise. Et donc ce temps dans lequel on se trouve est un temps indéfini. On ne sait pas combien ça va durer et ça devient menaçant. Ça devient menaçant au prix que finalement on ne maîtrise plus ce qui nous arrive. On n'arrive plus à mesurer ce qui nous arrive puisqu'on pensait que ça allait s'arrêter et ça ne s'arrête pas, ça s'installe. Et c'est ce que je qualifie parfois de perte de sérénité. Nous avons, en tant qu'humains, parce que nous sommes mortels et surtout parce que nous savons que nous sommes mortels, nous avons besoin de nous inscrire dans le temps, en tout cas dans un temps raisonnable qui nous permet d'organiser notre vie, tout simplement. Par exemple, lorsqu'on a un rendez-vous, on se donne rendez-vous parce qu'on imagine que le jour du rendez-vous, nous serons toujours en vie. Nous avons besoin de l'imaginer, sinon on ne pourrait pas se donner rendez-vous. Et cette illusion d'éternité, c'est-à-dire on vit alors qu'on se sait mortel, on vit comme si on était immortel, c'est-à-dire comme si demain, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, on serait toujours là pour parler des choses du monde. Eh bien, lorsqu'on est en crise, quand le temps est en crise, on perd ce rapport de sérénité avec le temps, puisque le temps devient menaçant et nous empêche d'une certaine façon de nous projeter dans l'avenir, puisque cet avenir reste incertain, reste incertain. Et donc cette perte de sérénité a un effet très anxiogène, puisque au lieu de voir l'avenir de façon tranquille, on la voit de façon menaçante. Et c'est ça, si vous voulez, la représentation de cette crise au niveau du facteur temps. La deuxième représentation, c'est par rapport au lien, au lieu, pardon. Le lien, ça viendra en troisième, mais au lieu. Nous vivons tous dans un lieu. Et le lieu, c'est le lieu géographique, le lieu réel, et c'est aussi le lieu symbolique. Par exemple, nous sommes rattachés à un lieu de vie, qui est la maison. Et vous savez combien la maison est importante dès la petite enfance. Vous qui vous occupez d'enfants, voire de petits-enfants, vous savez que très jeune, l'enfant, lorsqu'il dessine, il dessine ses parents ou des substituts parentaux, mais il dessine aussi sa maison. La maison, c'est le lieu de vie, c'est essentiel pour l'être humain. Et après la maison, c'est le quartier.
après le quartier, c'est la ville. Et puis après la ville, c'est le pays, et au-delà du pays, c'est le monde lui-même. Donc le lien au lieu est tout à fait important. Or, la crise du lieu, c'est quand on part d'un lieu connu, d'un repère connu, d'un repère qui nous rassure, parce qu'on sait comme on est chez nous, chez soi. Regardez cette expression, même si je la réfute totalement, mais quand on dit on est chez nous, qu'est-ce qu'on veut dire par là? En dehors de pensées euh, un peu fascisantes. Quand on dit simplement on est chez nous, ça veut dire qu'on se sent bien parce qu'on est rassuré. Mais quand on quitte notre lieu, on peut le quitter en sachant dans quel autre lieu on va. Et ça, c'est le départ, c'est normal. On peut partir de chez soi pour aller vivre ailleurs. C'est ce que font d'ailleurs la plupart des jeunes qui vivaient chez leurs parents et qui vont vivre pour faire des études ou pour fonder une... Tout ça est normal. Par contre, il peut se produire qu'on quitte sa maison, son lieu de vie, sans voir dans quel lieu on va arriver. Et cette situation, c'est ce que j'appelle l'entre-deux. J'ai quitté un rivage pour aller ailleurs, mais cet ailleurs, je ne le vois pas encore, je ne le vois pas se dessiner, je ne vois pas l'autre rivage. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, pareil, comment peut-on réagir dans cette incertitude? C'est un sentiment d'incertitude qui s'installe, puisque ce repère qui était le mien, je l'ai perdu, mais je n'ai pas retrouvé le nouveau repère. Cet entre-deux est un moment de détresse. Pourquoi détresse? Eh bien, vous allez le comprendre facilement par cette image du lieu que l'on quitte pour aller vers un autre rivage. Cette image, c'est celle du détroit. Vous savez qu'un détroit, c'est entre deux rivages, c'est l'espace entre deux rivages. On quitte une rive pour aller dans l'autre, ça s'appelle un détroit. Eh bien, il faut que vous sachiez que le terme détresse a la même origine étymologique que le mot détroit. On est en détresse quand on est dans un détroit, c'est-à-dire quand on a quitté son lieu de confort, on peut dire ça comme ça, mais qu'on n'a pas encore, on ne s'est pas encore installé dans le lieu où l'on retrouvera une nouvelle façon d'organiser sa vie. Vous voyez, crise du temps, crise de l'espace ou du lieu, et enfin, troisième crise, c'est la crise du lien humain. L'être humain est un être social, et il ne peut être que social. Alors après, on analyse la société comme on le souhaite, ou comme on peut le faire avec des outils d'analyse sociologique, psychologique, psychosociologique, politique, tout ce que vous voulez. Mais l'humain a besoin du lien humain. Nous ne pouvons pas organiser notre vie sans lien humain. Le premier lien étant évidemment, et vous le savez bien, le lien parental, mais il ne peut pas rester que parental, parce que s'il était parental, alors à ce moment-là, évidemment, il y aurait une espèce d'attachement qui deviendrait mortifère avec les parents. Donc cet attachement doit déboucher sur un détachement. On s'attache à ses parents pour pouvoir s'attacher avec d'autres. C'est ça la vie humaine. Eh bien, ce lien humain, lorsque est mise en cause, c'est-à-dire lorsqu'on part, on quitte la solidarité, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? Si on ne trouve pas à construire de nouveaux liens, alors ça s'appelle l'isolement, ça s'appelle la solitude. On se renferme sur soi, puisqu'on ne peut pas aller vers l'autre. Et pendant le confinement, on a été pratiquement obligé, puisqu'on n'avait plus le droit même de sortir de chez soi, on n'avait plus le droit d'aller vers l'autre, donc on se repliait sur soi. Et vous voyez que cette crise du lien peut provoquer du rejet, du retrait, mais aussi, dans certaines circonstances, elle va provoquer du rejet. Finalement, tout ce qui m'arrive, c'est peut-être la faute de l'autre qui, justement, ne veut plus me voir ou qui a peur de moi, etc. Donc, vous voyez, on passe d'un lien positif à l'absence de lien, voire à un lien négatif. Et donc, la crise a posé aussi le problème du lien humain pendant toute cette période. Ce qui va me permettre de terminer ce propos
qui était un propos introductif et qui, j'espère, vous aura un peu clarifié ce qu'on peut penser quand on pense crise. Qu'est-ce que ça met en jeu dans nos quotidiens? Notre quotidien qui s'inscrit dans le temps, qui s'inscrit dans un lieu qui est aussi un lieu de travail, qui est un lieu de vie, un lieu de travail, et qui s'inscrit dans le lien humain. Eh bien, cette crise s'est un peu concentrée autour du télétravail. Et je voudrais terminer par là. Pourquoi c'est intéressant de reparler à cet instant du télétravail? Parce que pendant une période, le télétravail s'est substitué au travail. Et on a pu considérer que c'était une bonne réponse, puisque de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement, on était obligé de rester chez soi. Donc c'était un moindre mal. Et là aussi, c'est un moindre mal dès lors qu'on peut retrouver le travail habituel. Mais si on s'inscrit dans la durée dans le télétravail, alors il peut se passer, et il s'est passé quelque chose au niveau du télétravail. C'est d'abord la confusion du lieu. Comme on travaillait et on vivait dans le même lieu, il n'y a plus eu cette séparation qui nous est utile sur le plan de notre quotidien. On part de chez soi pour aller travailler, il y a les transports, etc. Ça organise notre journée. Tandis que là, on restait constamment chez soi. Et même si on n'y faisait pas en permanence la même chose, on finissait par une espèce de sentiment qui nous assignait dans ce lieu et qui nous rendait cette vie pénible sans ailleurs. On a besoin aussi de pouvoir être ailleurs. On a besoin d'avoir un lieu qui nous rassure, mais on a aussi besoin de pouvoir nous projeter ailleurs. Donc, l'unité de lieu. Et puis le temps, eh bien ce temps, il est devenu confus. On ne savait plus si on était au temps de travail ou en temps familial ou en temps social, puisqu'on était constamment devant un ordinateur et au bout d'un moment, ce temps n'avait plus de rôle d'organisateur de notre journée. C'est important, le matin on se lève, puis on va travailler, puis on revient du travail, puis on a du temps pour soi, on a du temps pour les autres, etc. Ça organise notre journée. Mais quand on est constamment devant un écran, eh bien, le temps perd cette valeur d'organisation de notre existence. Et donc, le télétravail a entraîné cette confusion du temps. Et puis, pour ce qui est du lien, alors ça a été l'absence de lien, puisque, encore une fois, là, c'était évident. On avait bien, évidemment, l'image, l'ordinateur, mais vous savez très bien que ce n'était pas du tout la même qualité de relation qu'on peut l'avoir lorsque on est face à face, on est simplement dans le même lieu et dans le même temps qu'on partage avec les autres. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Vous voyez que le télétravail qui a voulu être une réponse à la crise a en fait engendré en tant que tel une autre forme de crise. Voilà, alors j'espère que ce que je vous ai dit aura un peu éclairé votre approche de cette crise. Et bien entendu, maintenant, je passe la parole, je laisse la parole, moi je ne la passe pas, je la laisse à qui voudra, est prévu d'intervenir. Merci. Donc bonjour, Pauline Pruvot, directrice de l'association École des parents et des éducateurs de la Loire. Donc nous souhaitions cet après-midi vous faire une présentation et un retour du numéro vert national, donc qui est une ligne d'écoute de soutien à la parentalité qui est née au cœur de la crise sanitaire. En effet, en mars 2020, au moment du premier confinement, donc, il y a eu des initiatives de différentes EPE au niveau des départements avec la mise en place de permanences téléphoniques gratuites pour pallier à la fermeture des structures d'accueil. Et donc, en avril 2020, la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs a souhaité mettre en place un numéro vert, ligne d'écoute nationale. Donc, cette ligne a été créée en avril 2020 et s'est appelée Allo parents confinés. Et puis en mai 2020, au moment du déconfinement, il y a eu la volonté de poursuivre ce numéro vert qui est alors devenu Allo parents en crise. Donc, peut-être quelques éléments sur le cadre de cette ligne nationale, ligne d'écoute nationale. Donc, la particularité
et le fait qu'il n'existe pas de plateforme en un lieu fixe. En effet, la ligne nationale s'appuie en fait sur 20 EPE, donc c'est École des parents, pardon, des associations départementales. Donc il y a 20 EPE qui participent à cette ligne-là. Avec une équipe pluridisciplinaire composée de 65 écoutants. Ces écoutants ont des profils différents. Ils sont psychologues, médiateurs familiaux, conseillères conjugales et familiales. Ils sont salariés ou bénévoles du réseau. Au niveau des horaires de cette ligne, donc, ils ont évolué en fonction du contexte de la crise sanitaire et des périodes de confinement ou déconfinement. Aujourd'hui, la ligne est ouverte donc, du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 20h et les samedis matins de 10h à 13h. Les écoutants participent, donc vous l'aurez compris, les écoutants sont des professionnels de l'écoute et salariés ou bénévoles de ces 20 EPE. Et en fait, ils assurent des permanences de 3 heures d'écoute et ils participent à des séances d'intervision. Donc, au niveau toujours du cadre de la ligne, donc je vous l'ai dit, une ligne généraliste, donc qui traite de toutes les problématiques qui peuvent mettre à mal l'équilibre familial. Au niveau du public, on est bien sûr tous les parents, quel que soit l'âge des enfants, donc tout membre du groupe familial, mais également les professionnels qui travaillent auprès des familles ou dans le champ éducatif. L'objectif était et est toujours de proposer une écoute généraliste, un soutien psychologique anonyme et gratuit, de rassurer les parents sur leurs compétences sur leurs ressources et leurs compétences personnelles, d'évaluer les situations, donner des clés de compréhension, mais également, bien sûr, de pouvoir orienter vers une structure de proximité selon les besoins. Donc en 2021, il s'agit vraiment d'une année de stabilisation de la ligne. Pour vous donner quelques éléments chiffrés, rapidement, il y a eu 2830 sollicitations et plus de 1460 appels traités. Presque 60% des appelants disent avoir eu connaissance de l'existence du numéro vert par Internet ou les réseaux sociaux. 18% des familles qui ont appelé leur numéro leur a été communiqué par un professionnel. À savoir que l'ensemble des données proviennent des fiches statistiques que chacun des écoutants, après un appel, doivent renseigner avec une trame commune. Quelques éléments plus qualitatifs au niveau des profils des appelants. Donc, si depuis le début de l'ouverture de la ligne, les parents qui contactent Allo Parents Crise sont toujours en grande majorité des mères, on constate une augmentation du nombre de pères. De manière plus marginale, on note quand même l'appel de professionnels, qui représente presque 4% des appelants. On observe une proportion égale d'appelants en couple et en situation de séparation. Et enfin, plus de 3 appelants sur 4, donc presque 75%, exercent une activité professionnelle. En période de confinement, les parents ont d'ailleurs fait part de leurs difficultés à concilier vie familiale et vie professionnelle. Les parents d'adolescents sont ceux qui sollicitent le plus la ligne. Ils s'inquiètent du comportement de ces jeunes qui occasionnent de nombreux conflits. Et au niveau donc je vous disais, on est bien sur une ligne d'écoute généraliste. Donc les sujets de préoccupation des parents sont nombreux. Elle est bien identifiée comme telle, et tout comme en 2020, les grandes thématiques d'origine des appels sur les thématiques revient en premier lieu les conflits entre parents et enfants, ça représente 27% des appels, les relations intrafamiliales, les troubles du comportement des enfants pour 10%, et les relations entre les familles et l'institution scolaire. Donc, je vous disais, cette ligne, elle est née et elle s'inscrit au cœur de la crise sanitaire qu'on a traversée. Maintenant, la thématique, l'entrée Covid n'est effectivement pas identifiée comme la cause de l'appel par la plupart des parents. Et je vous propose d'aller un peu plus loin et d'avoir le retour et le témoignage d'une écoutante qui participe depuis le début de cette ligne d'écoute nationale. Donc oui, en effet, Mallory Le Chenot, psychologue à l'école des parents. Donc je suis écoutante depuis le début du dispositif.
Monsieur Debout parlait justement d'un besoin finalement d'un sas entre une confusion finalement entre les lieux, entre la maison, le boulot quand on télétravaillait pendant le premier confinement et d'un besoin d'un sas pour ses familles, pour ses parents. Le numéro vert a pu répondre à ce moment-là à ce besoin finalement de sas aussi, d'avoir de l'extérieur, des ressources finalement, un espace d'écoute, d'échange avec quelqu'un qui existait en dehors de la maison. Le numéro vert est donc gratuit, anonyme. C'est une offre, on offre une écoute sans jugement et dans l'anonymat, ce qui peut être parfois difficile, mais en même temps facilitateur. C'est-à-dire que c'est un endroit où on va déposer et il n'y aura pas de suivi. On peut appeler à un moment donné une personne et avoir une écoutante du nord de la France et puis rappeler un autre jour et avoir quelqu'un justement du sud de la France. Voilà, il n'y a pas de suivi, mais on vient déposer un endroit, on vient rechercher parfois de l'orientation, parfois juste un lieu de décharge, un lieu d'écoute. Ça arrive que ce soit aussi un lieu où on vienne justement déposer pour la première fois des situations parfois complexes. Ça peut être des situations parfois gênantes, un petit peu honteuses, et donc où le face-à-face peut être un peu délicat dans un premier temps. Donc nous, on vient mettre au travail ces choses-là et pouvoir orienter vers un lieu physique ces personnes. C'est vraiment tout l'intérêt de ce dispositif. Alors, on a rencontré au départ des difficultés d'orientation parce qu'on est des associations plutôt locales et on n'avait pas connaissance de tous les dispositifs locaux dans toute la France. Donc, au fur et à mesure, on a pu étayer, construire un guide de ressources à disposition des professionnels pour pouvoir renseigner et orienter au mieux les familles vers des sites internet, d'autres lignes téléphoniques, mais en général, je préfère orienter vers des lieux physiques. On a toutes les listes des maisons des adolescents, notamment, des annuaires des autres EPE, et voilà, et on renseigne ça dans un fichier statistique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aborder toutes les questions liées à la parentalité, à la vie familiale. On a eu aussi, notamment pendant des vacances scolaires, où des psychologues ne travaillaient pas forcément, ou d'autres, mais des enfants qui ont pu nous appeler également, des parents qui étaient un petit peu embêtés. On a eu des enfants, on a eu des professionnels qui voulaient apprendre un peu plus le fonctionnement de ce dispositif pour pouvoir orienter soit des familles, soit pouvoir eux-mêmes appeler dans des situations un petit peu où on a besoin d'un regard un peu extérieur, on a besoin de poser les choses aussi, donc c'est tout l'intérêt de ce numéro vert. Nous-mêmes disposons après d'un temps d'intervision entre écoutants aussi pour pouvoir parler de certaines situations. Ça arrive que des personnes rappellent plusieurs fois le numéro et qu'on puisse croiser sur des situations un peu critiques, qu'on puisse avoir des temps d'échange avec le 119 notamment. Donc voilà, on a eu beaucoup de rencontres, des temps de formation également sur l'écoute, sur l'orientation. Voilà, donc le fait qu'on soit vraiment une équipe pluridisciplinaire est une richesse. On l'annonce tout de suite au téléphone pour les familles, mais en expliquant que voilà, c'est un premier lieu de décharge, mais que c'est important qu'ils puissent mettre au travail souvent des situations quand même assez complexes dans un lieu propice. Au niveau des derniers appels que j'ai pu avoir notamment, parce que pendant le premier confinement, on avait quelques appels, mais ça restait quand même plutôt léger. C'est vrai que c'était le départ, il fallait le temps que ça se mette en place. Aujourd'hui, il n'y a pas une permanence sans appel. On a vraiment beaucoup d'appels, notamment pour des adolescents qui font preuve de violence de plus en plus au sein de la cellule familiale, qui viennent décharger, donc qui sont en crise notamment. Donc voilà un petit peu tout l'intérêt de ce premier temps d'appel qui vient faire ça, lieu de décharge un petit peu, d'écoute. Notamment jusqu'à 20h le soir en semaine et le samedi matin jusqu'à 13h. Donc ça permet de pouvoir appeler entre midi et 2 ou quand on rentre du travail. Voilà, je voulais insister sur l'orientation physique de ces personnes, que c'est vraiment important qu'on ne les laisse pas sans rien en général et que le téléphone ne remplace pas, enfin pour moi en tout cas, à mon sens, ne remplace pas la rencontre et le travail qu'on peut mettre en place au niveau plus local aussi. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et pour finir sur la présentation du numéro vert, depuis octobre 2020, Allo Parents en crise participe au collectif Écoute Parentalité. Donc, il y a 11 des principaux acteurs du soutien à la parentalité qui possèdent chacun une ligne d'écoute, se sont regroupés pour créer un portail, en fait, un lieu ressource qui soit ressource pour les familles avec une entrée par thématique. Donc, c'est le site internet www.écouteparentalité.fr. Et donc, voilà, c'est vraiment un outil et service aux familles. Donc, dans les associations présentes, on retrouve bien sûr la FNEP, mais également Jumeaux et Plus, Empreinte, Accompagner le deuil, SOS Préma, les pâtes au beurre, Thérapie, Parentalité créative, Allo Parlons d'enfants, IFANS, Mumise et les apprentis d'Auteuil. Donc ça, c'est aussi une ressource que vous pouvez tout à fait transmettre et communiquer largement. Merci pour
présentation utile. Et je crois que vous avez bien situé les problématiques, ce besoin, même quand on est complètement isolé, quand on a cassé les liens, justement, quand même, de renouer le fil, si je dis, parce que c'est le téléphone. Le téléphone. Donc c'est une image qui parle aux gens. Mais ce qui me surprend dans ce que vous avez dit, c'est que vous n'ayez pas créé ce numéro avant. Et avant la Covid. Je vous dis ça pour en faire reproche, simplement parce que vous savez peut-être que je me suis beaucoup impliqué dans la prévention du suicide. Or, la prévention du suicide, historiquement, ça a commencé par le téléphone. Et un moment où les gens avaient très peu de téléphone. Ça a commencé dans les années 1950. Aujourd'hui, le téléphone, c'est banal, on en a même trop, des fois. Bon. Et on l'oublie. Alors avant, le téléphone, c'est un objet rare. Et si vous voulez, considérer qu'on pouvait utiliser à l'époque le téléphone, objet rare, pour créer un lien avec un lien avec les personnes qui étaient complètement en détresse, en risque de passage à l'acte, ça montre quand même qu'il y avait eu cette intuition que même si le lien au téléphone ne remplacera jamais le lien physique, vous l'avez dit vous-même, le lien humain, malgré tout, ça permet de maintenir quelque chose. Ça me permet de maintenir une petite flamme. Et à partir de là, peut-être vivre encore. C'est pour ça que je suis surpris que dans votre structure, vous n'ayez pas imaginé un appel téléphonique avant la crise de Covid, parce que vous pouviez peut-être là rencontrer des familles et proposer des rencontres physiques. Dernière chose que j'ai retenue, je vais m'arrêter, je ne vais pas être trop long, c'est que vous avez dit que c'était un numéro national et qu'il était territorialisé, si j'ai bien compris. Par structure, oui. Oui, mais il est territorialisé. La réponse, c'est pas la réponse. Alors, attendez, quelque chose que je n'ai pas bien compris. Vous avez dit que vous pouviez répondre à quelqu'un qui est dans le nord de la France et puis le lendemain à quelqu'un qui est dans le sud. C'est pas ce que vous avez dit Au niveau des écoutants, oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis dans la Loire, Oui. une autre collègue va être à Paris, une autre à Marseille. On peut nous appeler de Nantes comme de Poitiers. Oui, c'est ça. J'ai bien compris alors. Donc vous n'avez pas un lien territorial avec ceux qui appellent. Non, du tout. D'accord. Et vous n'auriez pas pu imaginer qu'il y ait, puisque vous étiez répartis sur le territoire national, imaginez que quand on appelle le numéro national depuis la Loire, eh bien, on a une réponse Rhône-Alpes, par exemple. Quand on l'appelle du Sud, parce que techniquement, je pense qu'avec le téléphone moderne, ça doit pouvoir peut-être se faire, je ne sais pas. Alors, c'est une question que je vous pose, je n'ai pas la réponse. Alors aussi, pour revenir sur la première question, bien sûr, les permanences d'écoute dans les différentes écoles des parents ont toujours été physiques et téléphoniques. Pardon, pour répondre du coup à la première question, donc les permanences d'écoute des différentes écoles des parents et des éducateurs ont toujours été physiques et ou téléphoniques. Ce qu'a amené le confinement, c'est effectivement une réflexion portée au niveau national, donc par la Fédération nationale, et de centraliser, d'avoir une ligne d'écoute nationale avec un numéro vert identifié. Au lieu de démultiplier et aussi d'apporter, il n'y avait pas des écoles, des parents et des éducateurs dans tous les départements et tous les lieux. Donc c'était aussi ça l'idée. Okay. Bonjour à vous, merci de m'avoir invité en tout cas, Valérie et la CAF et le REAP. Je suis Fabrice Archambault, je suis coordonnateur des politiques éducatives sur la commune de Mably, dans le nord du département de la Loire. Mon propos, c'est celui d'un agent d'une collectivité territoriale dans ce contexte. Aujourd'hui, en charge des politiques éducatives, en 2020, responsable d'un service enfance, jeunesse, médiation. En
enfance, jeunesse, médiation, donc à la fois avec l'idée de travailler sur la citoyenneté des jeunes, l'idée de travailler sur la médiation éducative et l'accueil des jeunes, et enfin la version médiation, enfin le côté médiation sociale qui est entendu par l'idée de prendre soin de l'ensemble de la population. J'espère que je parle assez fort. Voilà ce que je peux dire au niveau de ce temps de cette période de crise, c'est que globalement, et ça c'est un petit peu vrai dans beaucoup d'institutions, on est soumis à des contraintes et à des changements, puisque en 2 ans de traversée de Détroit, comme pourrait l'évoquer Michel Degout, voilà, moi pour ma part, mon poste a évolué. En début 2021, le service dont j'étais responsable était, début 2020, pardon, était inscrit dans un pôle cohésion sociale qui est devenu pôle développement social et culturel juste avant la crise. Pour être pour aller sur des choses plus pratiques, bon, voilà, la crise nous a tous surpris, impactés, et dans un premier temps, l'idée c'était de pouvoir peut-être se rassurer les personnes et continuer à pouvoir donner du sens ensemble. Et en fait, je me suis appliqué à redéfinir l'émission dans ce contexte nouveau, contraint, inconnu, et en lien avec ce qu'on avait défini au préalable, c'est-à-dire aller vers les gens. Voilà, physiquement, nous allions vers les gens avant la crise, et donc c'est aussi, ça fait écho à ce qu'ont pu dire mes collègues juste avant. On a beaucoup travaillé sur du lien téléphonique, du lien Internet. En parallèle se développait et se développe toujours le réseau des promeneurs du net. Donc on s'est appuyé sur la charte des promeneurs du net, notamment pour aller vers les jeunes sur la rue numérique. Cette crise, elle a quand même elle a montré que les gens étaient solidaires, motivés et étaient prêts à s'adapter et à s'investir, notamment sur des accueils des personnes indispensables à la gestion de la crise dans les écoles. Je pense à ça notamment. S'adapter en termes d'horaire, puisque les horaires de écoute parents en crise, c'est bien ça, Allo écoute parents en crise, ont été élargis, hein, je crois, voilà. Et en fait, on s'est pas inspiré de cette démarche, mais on a eu la même idée finalement. Donc les personnels de l'équipe ont pu travailler de façon négociée, bien sûr, mais à des horaires plutôt atypiques pour aller rencontrer des jeunes qui n'allaient plus à l'école. Donc on s'est dit qu'être présent sur les réseaux et prendre des nouvelles du public finalement à des heures un petit peu tardives, c'était pas une mauvaise idée. Ça a permis je dirais sur un mois d'avoir 400 ou 500 contacts, voilà, sur la période du premier confinement. Voilà. D'autre part, les équipes ont pu montrer qu'elles étaient aptes à développer des nouvelles compétences. Voilà, le télétravail, on l'ignorait, on s'y est mis un petit peu tous, travailler à distance. Voilà, mais effectivement, ça a un prix, quoi. Ça a un coût, voilà, le coût de l'adaptation, le coût du changement. Et ça ne se fait pas comme ça, mais néanmoins, il y a eu des belles initiatives, comme celle d'aller sur le terrain également régulièrement. Donc ça, c'était des choses importantes, ça. Voilà. Il y a eu également un certain nombre de ruptures, d'inégalités qui ont pu se profiler à travers les différents profils et les différentes voilà, contraintes de chacun. Les inégalités au sein des foyers, par exemple, qui
va au travail, qui garde les enfants. Les inégalités par rapport à son appétence, par rapport à des nouveaux outils informatiques essentiellement. Les inégalités au sein de notre propre santé, les personnes qui étaient immunodépressives, hein, voilà, étaient de fait exclues d'un retour en présentiel pendant un certain temps. Et ensuite, voilà, comment on arrive à accueillir cette nouvelle façon de vivre, quoi, effectivement. Et de fait, moi j'ai eu le sentiment qu'il y a eu des choses un petit peu difficiles en termes humains. Pour ce qui est notamment du volet médiation, il y a eu beaucoup des dénonciations anonymes. Voilà, la mairie, c'est aussi la porte d'entrée de toutes les bonnes choses, mais aussi des moins bonnes. Et effectivement, des dénonciations qui visaient des familles et des jeunes, notamment. Les jeunes ont été pris pour cible. Voilà, est-ce qu'à 20 ans ou à 15 ans, on a envie de passer sa journée au foyer, dans la maison, même par obligation. Donc, bien des choses agréables qu'on a tous connues, mais qui auraient pu prendre un petit peu de plein fouet dans les collectivités. À la suite de tout cela, il s'est avéré indispensable de retourner vers du collectif. Voilà, effectivement, il y a le télétravail, c'est joli, mais ça crée de l'isolement, comme a pu le dire Michel Debout, et puis comme on a pu le vivre les uns et les autres. Néanmoins, aujourd'hui, on est sur un moment un petit peu toujours incertain. Et il y a une quête de sens, semble-t-il, avec des mouvements de personnel, des mouvements de personnel, des gens qui changent d'emploi, qui peuvent être en difficulté à certains moments. Voilà, donc il me semble, un besoin d'accompagnement important dans nos métiers. Merci beaucoup. J'ai noté que l'usage du téléphone, ou plus largement de la visiophonie, c'était pas seulement les personnes en difficulté qui faisaient l'appel, c'est vous-même qui parfois allez à leur rencontre. Est-ce que j'ai bien compris? Et est-ce que ça n'a pas paru un peu intrusif dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a eu des discussions dans votre équipe, même si les discussions étaient aussi difficiles parce que vous étiez tous confinés, mais quand même, est-ce qu'il y a eu des interrogations? Est-ce que finalement, on peut comme ça appeler les personnes, même parce on sait qu'elles sont en difficulté, ou bien est-ce que vous avez trouvé ça tout à fait logique et même à renforcer? Alors, je ne sais pas si on m'entend. D'une part, les personnes qu'on a pu appeler étaient des personnes qui étaient reçues en physique et déjà connues du service, avec lesquelles un lien, était déjà préexistant. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, l'idée était de prendre soin des gens, de prendre des nouvelles. Voilà, comme on aurait, je ne vais pas vous le dire comme on aurait pu le faire avec sa famille, mais un petit peu avec sa famille. Voilà, c'est la difficulté de cette période, c'était de savoir aussi comment allaient les personnes qu'on connaissait. Et, l'idée qui générait cette volonté d'appeler les gens, c'était essentiellement de prendre des nouvelles, d'encourager, voilà, de maintenir un lien qui était déjà construit. Alors, ça me permet de vous poser la question. Donc, on imagine que le confinement
a provoqué de la détresse dans un certain nombre de familles. Alors, ces familles, vous n'avez pas pu les joindre puisque vous ne les aviez jamais vues. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une interrogation par rapport à ça? Et comment vous avez pu imaginer une autre réponse? Ou pas? C'est pas du tout c'est simplement pour, comprendre la démarche, si vous voulez, et notamment peut-être des questions, que se sont posées, vos collègues. Peut-être en disant, à quoi on sert? Enfin, est-ce que vraiment on répond bien à ce qui se passe, quoi, ou pas? Est-ce que derrière tout ça, il y a pu y avoir une espèce de sentiment d'impuissance qui a pu se mettre en place? Alors, au-delà se poser la question des personnes qu'on ne touche pas, à mon sens, c'est une bonne question, mais c'est une question à laquelle on ne peut pas forcément répondre. Même si on a le souhait d'être visible et de se rendre auprès du plus grand nombre, ça semble, voilà, il faut être vraiment très inventif pour pouvoir toucher l'ensemble de la population. Ensuite, il y avait les réseaux des écoles, du collège qui pouvaient nous faire remonter certaines demandes. Voilà, mais on n'est pas non plus. Il faut être humble dans sa pratique et savoir qu'on n'est pas omniscient ni omnipotent et qu'on on fait quelque part ce que l'on peut, ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà bien. Je n'étais pas du tout critique par rapport à c'était pour voir la démarche, si vous voulez. C'est pas. D'accord. Je suis Lydie Granger, directrice de la crèche Comédie du coup à Saint-Étienne, une grande structure de 80 berceaux avec 30 agents. Donc on va vous expliquer, enfin je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en était de la crise sanitaire et de la façon dont l'équipe a pu s'adapter tout au long des 2 années. Au premier confinement, on n'a qu'une seule structure sur les crèches municipales qui est restée ouverte, avec des agents volontaires, mais aussi il y a eu des agents qui ont été désignés, donc avec un sentiment de peur. On accueillait à ce moment-là que les enfants du personnel soignant. C'était des petits groupes de 10. Au deuxième confinement, du coup, on a laissé ouvertes 2 crèches sur l'ensemble des crèches municipales. Donc, il a fallu faire des choix de famille. On prenait un peu plus que des parents de personnel soignant. Et puis petit à petit, on a réouvert les crèches. Mais du coup, nous, on est une grosse structure de 80 enfants. Et les mesures sanitaires et les protocoles nous ont expliqué qu'on ne pouvait pas aller au-delà de 2 ailes de 30, donc 60 enfants maximum. Il a fallu donc enlever des familles. Et le choix a été très compliqué pour moi, autant que pour les équipes. Le port du masque a été compliqué aussi depuis 2 ans. Alors là, c'est bonheur depuis quelques temps parce qu'on l'a enlevé. Mais pendant 2 ans, c'était difficile pour les enfants de nous voir constamment avec ce masque sur le visage. On s'est posé la question si effectivement derrière, ils auraient des difficultés après au niveau du langage. Là, les experts nous le diront par la suite. C'est parce que raconter une histoire à un enfant quand on a un masque sur le visage et que l'enfant ne peut pas lire sur nos lèvres, je pense que c'est plus compliqué pour lui. J'avais oublié de parler aussi de la contrainte pour les agents pour le repas. Jusqu'à présent, on faisait des repas à 8 personnes. Là, on nous a demandé de manger en petits groupes avec plus de 1 mètre ou 2 mètres de distance. Donc, il n'y avait plus du tout de convivialité dans la structure. Chacun était de son côté. Comme c'était 4 services, donc avec 2 ailes de 30, chacun était de son côté. L'équipe ne se parlait plus. Ça faisait vraiment 4 groupes complètement isolés et on n'arrivait même pas à se rejoindre pendant les temps de repas. Les protocoles sanitaires ont passé leur temps à évoluer. Il y a une grosse surcharge de travail pour les agents auprès des enfants et au niveau du nettoyage. On avait un planning changeant pour les agents, parfois la veille pour le lendemain, donc difficulté pour elles de concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Après, bon, voilà, ce que j'expliquais aussi tout à l'heure quand ça buguait, c'est que les agents se sont fait vacciner à tour de rôle. C'était pas obligatoire. Donc après, il y a eu un peu des conflits au sein de la structure entre les agents vaccinés, les agents non vaccinés. Celles qui étaient vaccinées, quand elles étaient cas contact, au bout d'un moment, elles avaient le droit de venir travailler. Celles qui étaient non vaccinées, quand elles étaient cas contact, elles devaient être isolées à la maison. Donc, pourquoi moi j'ai le droit de travailler, elle n'a pas le droit et en gros, il y a eu un épuisement de celles qui sont toujours restées sur le front.
On a fait des séances d'APP, du coup, pour pouvoir parler un peu de tout ce ressenti, cette culpabilité, cette peur pendant ces 2 années de Covid. On a eu du coup un lien qui est resté avec les familles, qui étaient quand même contents et qu'on puisse faire tout ça beaucoup pour eux, qu'on puisse garder leurs enfants. Par contre, c'était difficile pour eux parfois de communiquer avec l'histoire du masque, le fait que certaines familles ne parlent pas le français. Quand on a le masque sur la figure, ben, on nous comprend forcément moins. Quelques frustrations de famille quand l'enfant avait de la température. Chez nous en crèche, avant le Covid, on accueillait tout le monde avec fièvre ou sans fièvre. Depuis le Covid, dès qu'un enfant a 38,1, effectivement, on demande aux parents de garder l'enfant à domicile. Donc compliqué pour eux, mais moi je vais travailler, comment je vais pouvoir faire garder mon enfant? Et malgré tout ça, malgré ces 2 années compliquées, eh ben, l'équipe a réussi à rester quand même solidaire. On a essayé de garder le sens et la valeur qu'on attache beaucoup au niveau des enfants. Enfin, tout ce qu'on a fait, c'était pour eux. Voilà. Tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on fait encore et ce qu'on fera toujours, c'est pour eux, ce sont pour les enfants. L'équipe a réussi pendant ces 2 ans à s'adapter au fur et à mesure. Et je ne pensais pas qu'elles avaient une grande capacité d'adaptation à ce point-là. Et la convivialité, du coup, revient un peu à peu au sein de la crèche. Et là, bon, on est toute unanime dans la structure. On n'a qu'une envie, c'est que tout ce qui est convivial revienne. Toutes les réunions qu'on faisait avec les parents, toutes les sorties de fin d'année, tout ça, on a besoin que ça revienne un peu au quotidien pour donner un peu de la joie dans cette crise sanitaire. Alors, on m'a posé la question, qu'est-ce que vous avez gardé de cette organisation? Difficile comme organisation. C'est pas du tout évident au niveau des plannings, au niveau des agents absents, des agents qui revenaient. Mais voilà, j'en retiendrai quand même que les agents s'adaptent et tant que c'est l'enfant qui est au milieu de notre travail, ça continuera comme ça. Vous avez expliqué que vous avez dû réduire votre capacité d'accueil. Vous êtes passé de 80 à 60, si j'ai bien compris. Et puis même au tout début, vous avez dû refuser carrément des familles. Et je pense que ça a dû créer de la culpabilité chez certains d'entre vous. Comment vous avez réussi à gérer cela? Et est-ce que vous avez essayé de garder quand même un lien avec ces familles, entre guillemets, abandonnées? Et quel a été ce lien que vous avez pu maintenir ou pas? Alors oui, oui, effectivement, ça a été compliqué de faire le choix des familles. Après, du coup, nous, on suivait le protocole qui disait forcément les personnes prioritaires, et ben, c'était le personnel soignant. Après, c'était le personnel de justice, les enseignants. Au fur et à mesure, il y a des métiers qui se sont rajoutés, ce qui nous a facilité effectivement l'arrivée de certaines familles. Mais après, quand il restait peut-être 5 ou 6 places, ben, on ne savait plus trop qui prendre. C'est là où on a été mis un petit peu en difficulté. Et votre deuxième question, c'était? C'était comment vous avez géré et comment vous avez pu maintenir un lien malgré tout Avec avec les ces familles. D'accord. familles-là? D'accord. Ça s'est posé comme question dans votre quotidien. Du coup, hop, excuse-moi. Alors, pour continuer à faire le lien avec les familles qui ont été mises de côté, honnêtement, dans le premier confinement, on envoyait beaucoup de mails. Énormément de mails. Toutes les crèches s'étaient alliées pour effectivement envoyer une sorte de petite gazette pour enfin voilà, des jeux qu'ils pouvaient pratiquer à la maison avec leurs enfants, des comptines. Dans le premier confinement, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place effectivement parce qu'il n'y avait qu'une seule structure d'ouverte. Après, ça s'est oublié au fur et à mesure parce que notre quotidien est revenu, que les enfants revenaient et que même en ayant 60, eh ben, les 20 qui étaient mis de côté, c'était compliqué pour continuer de s'en occuper à distance. Eh bien, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Du coup, je me présente, Frédéric Dubreuil, chef de service de la Maison des adolescents de Roanne. Et voilà, je voulais rappeler en introduction que, comme son nom ne l'indique pas, les maisons des adolescents s'adressent également aux jeunes adultes et aussi à leur entourage. Donc, qui dit entourage dit parents, mais pas uniquement. Ça peut être les frères, les sœurs, les tantes, les oncles, voire les professionnels qui accompagnent ces adolescents au quotidien. Donc, c'est à ce titre j'ai envie de dire,
le fait que cette maison des adolescents s'adresse également aux parents, que nous participons régulièrement aux actions du REAP et que du coup, on a pensé à nous pour pouvoir présenter la manière dont on s'était adapté dans cette période-là, à la fois l'équipe de professionnels, mais aussi comment on a maintenu le lien avec les familles. Donc peut-être en introduction, je trouvais intéressant de revenir sur quelques chiffres pêle-mêle, mais ce sont des chiffres qui aujourd'hui ont un vrai impact sur le quotidien de la maison des adolescents. Il faut savoir que pendant la crise, les tentatives de suicide ont doublé chez les mineurs de moins de 15 ans par rapport à l'année 2019, qu'un étudiant sur 6 ont arrêté leurs études et que 30% des jeunes ont renoncé aux soins dont ils avaient besoin. Donc ça, je pense que c'est important aussi de le rappeler parce que au moment de la crise, on n'a pas ressenti ça, mais aujourd'hui, on voit vraiment l'impact de cette crise-là sur les jeunes qu'on rencontre aujourd'hui à la maison des adolescents. Également important de rappeler que depuis la crise, l'Association nationale des maisons des adolescents, qui rassemble les 119 maisons des adolescents présentes sur le territoire, pour 94% d'entre elles, ont observé une aggravation de l'état de santé des jeunes, avec qui s'est accompagnée notamment d'une hausse importante des demandes qui sont faites aux maisons des adolescents, une des situations qui aussi, pour certaines, se sont dégradées. Je pense notamment les tensions intrafamiliales qui pouvaient exister avant la crise et qui ont été exacerbées au moment de cette crise-là, avec bien sûr la présence de tous les membres de la famille dans un espace confiné. Donc c'est vrai qu'on a vu, nous, une hausse importante des informations préoccupantes et des signalements qui sont partis de la maison des adolescents. Et enfin, un allongement des délais, donc ça qui est pour nous vraiment problématique, puisque les maisons des adolescents sont quand même des lieux qui sont censés être très réactifs et en capacité d'écouter et d'accompagner les ados et les familles dans un délai très court. Donc pour pallier à ces effets-là, on a eu récemment le soutien de la Fondation des Hôpitaux de France, plus souvent appelée, enfin, on connaît plus souvent sous le nom de pièce jaune, qui ont octroyé à toutes les maisons des adolescents une subvention qui permettait de renforcer les équipes. Donc aujourd'hui, l'état actuel, c'est quand même 150 demandes, rien qu'au premier trimestre, nouvelles demandes, c'est-à-dire que la file active a cessé de gonfler depuis ces dernières années, et en plus, on doit chaque mois accueillir près de 50 demandes nouvelles. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une charge de travail qui augmente considérablement et à laquelle il faut répondre. Donc j'avais décidé aujourd'hui de présenter mon intervention sur trois points, donc les constats. Ensuite, il me semblait important de revenir sur les effets qu'avait eu cette crise en positif et en négatif, puis enfin de voir quelles perspectives elle nous avait offertes. Donc sur les constats, globalement, je me suis attardé sur ces 2 périodes de confinement qui ont été vraiment pour nous des périodes importantes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une sorte d'inversion, c'est-à-dire que finalement, ceux qui ont le plus mal vécu le premier confinement, de ce qu'on nous on a observé, c'est pas tant les adolescents et les familles, c'est plutôt les professionnels qui travaillent à la maison des ados. Pourquoi? Parce qu'on est un lieu où l'accueil physique est la priorité. On fait très peu d'accueil téléphonique, on en fait pour prendre des rendez-vous, mais on fait peu d'entretien téléphonique. Et on n'utilisait pas la visio du tout. Donc c'est vrai que c'est vraiment notre contact avec les familles ou les adolescents se font par l'accueil physique. Malheureusement, et on l'a très très mal vécu, comme il y a eu les commerces essentiels et non essentiels, il y a eu aussi les MDA essentiels et non essentiels. Il faut le savoir, nous ne sommes pas portés par un hôpital, nous sommes portés par une association qui est l'association Rimbaud. Et du coup, l'ARS, les consignes qui nous ont été données, c'est que ceux qui étaient portés par les hôpitaux pouvaient rester ouvertes et celles qui étaient portées par les associations, dans les textes de loi, n'avaient pas autorisation à ouvrir au public. Et ça a vraiment été très mal vécu. Vous parliez de sentiment d'impuissance tout à l'heure, il y a eu un sentiment de colère, un sentiment d'impuissance et puis d'injustice, en se disant, nous, on est prêt à accueillir ces jeunes-là en physique, mais on ne nous donne pas l'autorisation. Donc ça a été très mal vécu et finalement ça a contrasté avec ce qu'on ressentait des familles et des ados qui nous appelaient pas énormément. On n'a pas eu énormément d'appels pendant cette phase-là. On a même senti plutôt un apaisement, alors que nous on a traduit, donc on a analysé par le fait que à certains adolescents, le terrain d'expression des angoisses était très souvent l'école. Le fait d'être à distance de l'école
ça les mettait aussi peut-être à distance de certaines de leurs angoisses. Une pression aussi scolaire qui existe chez certains d'entre eux, qui du coup la vivaient beaucoup moins intensément à la maison. Peut-être aussi, on s'est dit que les familles, on court beaucoup dans notre quotidien aujourd'hui, et que finalement, se retrouver chez soi, plus posé, à prendre le temps aussi avec ses enfants, ça avait permis aussi d'apaiser certaines tensions qui sont souvent données par notre rythme de vie qui est quand même relativement intense dans pas mal de familles. Bon, il n'empêche quand même que malheureusement, les situations que nous avons, parce que nous avons conservé une permanence téléphonique, on a eu des familles qui étaient quand même en grande difficulté, notamment celles où ça a été évoqué tout à l'heure, où on devait faire face, là encore, à des tensions qui étaient vraiment importantes. Tous n'ont pas les moyens de s'isoler dans leur maison ou dans leurs appartements, donc il faut supporter sa famille toute une journée. Donc pour certains, ça a été un moyen de se redécouvrir, et puis pour d'autres, les tensions ont été beaucoup plus intenses. Et c'est vrai que les familles qu'on a eues au téléphone étaient dans un grand désarroi, parce que là où ils avaient une sorte de petite bouffée d'oxygène quand l'enfant n'est pas à la maison, cette bouffée-là n'existait plus. Donc c'est vrai que ça a été une période difficile pour certaines familles, cette première période de confinement. Sachant que les adolescents, ça on a découvert aussi, c'est intéressant, c'est que finalement, on les associe toujours à l'utilisation du téléphone, mais nous, on s'est perçu que finalement, ils n'utilisaient pas du tout leur téléphone pour leur fonction première, qui est de téléphoner. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les adolescents étaient très mal à l'aise de parler avec nous via le téléphone, mais vraiment très mal à l'aise. Donc, on a surtout fonctionné par SMS, avec certains par visio, mais le fait même de téléphoner, ça les mettait en difficulté, ils ne se sentaient pas du tout à l'aise. Là où les familles sont plus habituées, parce que c'est aussi peut-être une question de génération aussi. Donc, pour revenir sur les constats qu'on a pu faire aussi, bon, j'ai dit ce que je voulais dire essentiellement. Donc, je vais peut-être passer maintenant on va dire, au point positif, ce que ça nous a apporté. Alors, sur les points positifs, cette crise a permis de renforcer la cohésion d'équipe, comme ça a été dit très souvent chez les personnes avant moi. L'équipe s'est soudée. Ah non, j'ai oublié quelque chose, je reviens. J'ai parlé que du premier confinement, excusez-moi. Il me semblait que j'ai oublié quelque chose. Donc du coup, c'est vrai que je dis il y a une inversion parce que autant il y avait un sentiment de colère chez les professionnels et plutôt d'apaisement chez nos usagers. Et par contre, au deuxième confinement, ça s'est inversé. On a eu le droit d'ouvrir, donc ça a rassuré les professionnels sur leur sens à donner à leur accompagnement et surtout à leur, globalement à leur, à leur utilité, clairement, dans cette crise-là. Et à l'inverse, on a quand même vu les premiers effets. Là, on a eu vraiment à gérer des situations très difficiles sur cette deuxième phase. On a vu que les tensions, le temps du premier confinement, tout le monde s'est accordé à dire c'est une pause, on l'accepte, on la prend comme elle est. Autant quand le deuxième confinement est arrivé, là on s'est vraiment imaginé, vous disiez tout à l'heure une projection, on s'est imaginé que ça pouvait durer, la question du temps, elle s'est posée en se disant mais en fait c'est pas que momentané, ça risque peut-être de se prolonger, de durer. Et là ça a tendu vraiment un peu plus, je pense, à la fois les familles et aussi certains adolescents. Donc j'en viens au bilan de cette crise et des effets. Alors, je vais démarrer par les effets négatifs. On en a deux que je vois très importants. C'est que cette crise a permis de confirmer les limites de l'accueil physique, comme je le disais tout à l'heure, des maisons des adolescents. Peut-être qu'on s'adressait essentiellement à ceux qui venaient à notre rencontre. Et on s'est aperçu finalement que cette crise, en tout cas, a encore plus mis en avant qu'il y avait tout un tas de personnes qui étaient pas en capacité non plus de venir jusqu'à notre rencontre et qu'il fallait aussi qu'on s'adresse à celles-ci. Donc, on verra plus tard dans les perspectives rapidement ce qu'on a pu penser. Deuxième effet négatif, je trouve, moi, c'est la vision très réductrice qu'on a eue globalement dans les médias ou même de ce qu'on disait sur la question des soignants. Alors, non pas, bien évidemment, les soignants ont été essentiels, mais ceux qui ont été beaucoup, ce qui a été beaucoup parlé, c'est ceux qui sont dans les hôpitaux, infirmiers, médecins. Je trouve qu'on a un peu oublié tous ces écoutants, tous ceux qui étaient derrière leur téléphone, les travailleurs sociaux notamment, ceux qui ont été dans l'écoute, dans l'accompagnement, dans le soutien de ces familles et qui ne sont pas repérés comme ça d'emblée comme des soignants.
Moi, j'ai toujours défendu l'idée qu'un éducateur spécialisé, c'est un soignant. Parce qu'en France, on n'a pas cette distinction qu'on peut avoir dans les pays anglo-saxons sur le care et le cure, le soin et le prendre soin, et que du coup, pour moi, quand on écoute un jeune ou une famille à la maison des adolescents, on est un soignant au même titre que ceux qu'on a plus souvent l'habitude d'avoir en tête. Donc, je trouve que ça a été aussi un effet négatif, parce qu'on ne s'est pas senti non plus bien reconnu dans l'aide qu'on avait pu apporter à certaines familles et certains adolescents. Donc les points positifs rapidement, donc je disais tout à l'heure, renforcer la cohésion d'équipe. Ça nous a permis aussi de faire un pas de côté qui est difficile à faire quand on est dans notre quotidien, finalement de se retrouver à la maison, à distance, sur une forme de télétravail. Mais on n'a jamais vraiment pratiqué le télétravail tel quel parce que notre activité, elle est surtout dans l'entretien qu'on mène avec l'usager. Donc voilà, il était un peu au ralenti. Malgré tout, voilà, ça nous a permis de penser de nouveaux outils, de nouvelles façons de rentrer en communication avec nos publics et surtout une nouvelle façon d'imaginer notre manière de les accompagner. Je pense notamment à bien sûr la visioconférence qu'on a pu mettre en place au cours du 10e confinement. On a pu avoir des échanges, alors je le dis, c'est une anecdote, ça va faire sourire, mais on a même pu être en contact des familles qui étaient au Japon, qui ont tapé aide, qui étaient des francophones, des expatriés, et on a été en lien avec une famille, avec l'adolescent, ça se passait pas bien, qui habitait au Japon. Enfin, ça m'a permis de découvrir que c'était aussi possible de se retrouver dans cette situation-là. Voilà, donc ça c'est pour les effets positifs. Je conclus, peut-être que je suis un peu long. Sur les perspectives, donc nous a offert cette crise. Donc moi, ce qui me semble essentiel à retenir de cette crise, c'est que on se doit à l'avenir de continuer à développer l'allée verte. L'allée verte sous toutes ses formes. L'allée verte, c'est la mobilité physique, c'est-à-dire se déplacer vers les personnes en grande difficulté qui ne sont pas en capacité de venir à nous, mais pas que. C'est aussi cet aller vers par le biais de la visio, par le biais des outils, WhatsApp, je pense notamment, qu'on a aussi utilisé pour être en lien avec ces adolescents, et qui du coup vont perdurer au-delà de la crise pour des jeunes qui se trouvent très éloignés de notre dispositif. Je pense à ces jeunes dans les communes rurales qui n'ont pas les moyens des fois ni financiers, ni en termes de transport de venir jusqu'à nous. On s'est dit que voilà, on avait testé, on avait expérimenté pendant la crise cette manière d'entrer en lien et qu'on pouvait la faire perdurer au-delà de cette crise. On a aussi remis en question la question de la libre adhésion, qui est un principe fort de la maison des adolescents. On s'est dit finalement, on se doit d'être un peu plus persévérant dans certaines situations, c'est-à-dire être en capacité des fois de prendre des nouvelles des gens. Que souvent, c'est à eux de nous appeler, c'est pas à nous d'aller vers, mais d'arriver à continuer à garder le lien et de continuer à appeler régulièrement les personnes, comme on a fait pendant les périodes de confinement. On a maintenu ça sur certaines situations, ce qu'on ne faisait pas du tout avant. Cette question de la persévérance, et on ne nous répond pas au premier semestre, et ben on envoie un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et on ne lâche rien, parce qu'on sait que peut-être au-delà de notre maison des adolescents, il peut y avoir des gens en difficulté. Et enfin, je terminerai là-dessus. On sait aussi, surtout, on a envie de poursuivre tout ce qui est le travail de réseau, parce qu'on a eu des situations très complexes, où beaucoup de partenaires connaissaient. Il m'a semblé intéressant aussi de pouvoir penser un réseau qui puisse être mobilisé pour des situations les plus complexes, les plus préoccupantes et entre guillemets les plus urgentes à traiter. Jusqu'à présent, chacun travaille un petit peu dans son coin sur les situations, mais quand il y a un jeune ou une famille qui est connue par plusieurs services, comment on peut à un moment donné développer ce réseau et se rassembler pour évoquer la situation de certaines familles. Voilà, je vous remercie. Oui, écoutez, vous avez des choses tout à fait essentielles. Bon, ça pourrait durer toute l'après-midi, mais simplement une remarque, enfin 2 remarques en fait. Il était évident que la crise allait provoquer des détresses psychiques, parce que toute crise provoque ce genre de réaction. J'avais écrit, non pas parce que je pense mieux que les autres, simplement parce que je connaissais ça en étant intéressé aux pensées suicidaires depuis longtemps, que la crise de 1929 a provoqué une augmentation tout à fait significative du nombre de suicides dans les années 20, 21 et 22.
C'est un fait connu. C'est toujours un effet un peu retard, mais c'est un fait connu que les crises dites économiques et sociales, et la crise sanitaire était à la fois sanitaire, économique et sociale, elle était les trois à la fois, allaient créer ce genre de, de difficultés. Et j'avais même dit à la radio que le ministre, à l'époque, je parle du premier confinement, que le ministre était borgne, qu'il voyait que les problèmes de santé viraux, mais pas les problèmes de santé globaux. Et dans le global, il y avait la santé psychique, la santé mentale. Et c'était au mois de mai, il a fallu attendre la fin novembre, mai-novembre, pour que le ministre de la Santé évoque, non pas répondre, mais évoque les difficultés psychologiques qu'allaient rencontrer un certain nombre de Français, et notamment des jeunes Français. Ça a été du temps perdu, vraiment perdu. Et puis ce qui m'a très intéressé, c'est ce que vous avez dit, la différence entre les deux confinements, parce qu'il se trouve que j'avais aussi fait cette remarque que ces deux confinements étaient très différents, en fait, dans leur, dans leur vécu. Je n'aime pas trop ce terme, enfin bon, chacun comprend. Le premier confinement, c'était rester chez vous. Tous les Français, je dis bien tous les Français, restaient chez eux, à l'exception des soignants, comme par hasard. Les soignants au sens strict du terme, c'est-à-dire hôpital, médecin, etc. Pas les soignants comme vous êtes, pas les soignants comme d'autres peuvent l'être, parce que même associatifs, hein, les associations ont été arrêtées dans leur action, hein, toutes les associations. Alors, donc, cette première crise, on était tous restés chez nous, ce premier confinement. Et le deuxième confinement, c'est pas du tout ça. C'est aller travailler, reprenez le travail, sauf certains métiers. Et ces métiers, ils se sont sentis montrés du doigt. Montrés du doigt. C'est comme si c'est eux qui étaient responsables de ce qui se passait, de ce que les gens vivaient, etc. Et surtout, eux, ils devenaient quoi? Mais ils devenaient des chômeurs, ils devenaient des gens sans activité, etc. Ils vivaient impuissance, colère, comme vous l'avez dit, injustice. Pourquoi, par exemple, le restaurateur devait fermer, enfin, alors que dans le métro, on pouvait toujours être les uns sur les autres. Et, bon, voilà, vous voyez. Donc, ces deux confinements n'ont rien eu à voir. Et le deuxième confinement, il a ajouté à tous les problèmes que vous avez signalés du premier, mais aussi cette espèce de traitement différencié entre la majorité de la population qui n'était plus confinée et l'autre qui le restait. Et parmi cet autre, il y avait justement des jeunes. Les jeunes ne pouvaient plus aller en fac, ne pouvaient plus aller dans les amphithéâtres, certains ne pouvaient plus aller à l'école, etc. Or, on sait que s'il y a un moment, je vais terminer par là, où les jeunes ont besoin de la rencontre, être jeune, c'est aller vers, vous avez dit, il faut aller vers les jeunes, mais les jeunes ont aussi besoin d'aller vers, c'est-à-dire de sortir de leur univers familial et, disons, de voisinage pour aller vers découvrir, rencontrer, etc. Ça leur était empêché. Et c'est pour ça qu'on a vu certaines manifestations de la jeunesse qu'on a montré du doigt. Vous vous souvenez, quand ils voulaient quand même malgré tout se voir, etc. Mais comment les montrer du doigt alors qu'on sait bien que la jeunesse a besoin de ça? C'est un besoin irrépressible de la jeunesse. Et pas comprendre ça de la part de ceux qui nous gouvernaient à l'époque, c'était quand même, je trouve, assez négatif. Voilà. Écoutez, merci encore, mais je voudrais dire plus longtemps. Alors, je suis Amida Wali, je suis référente famille au Centre social de Lorette. Et donc, je participe à cette table ronde parce qu'on m'a demandé de témoigner un peu sur mon ressenti et mon adaptation face à cette crise Covid. Alors, je vais faire aussi un peu en deux temps. Dans un premier temps, un peu les aspects un peu négatifs et un second temps sur ce à quoi nous, l'équipe au centre social, on s'est raccroché pour avancer quand même. Alors, dans un premier temps, moi, je voulais raconter un peu le fait qu'on m'est obligé à télétravailler, alors que mon cœur de métier en tant que référent famille, c'est le lien social et c'est l'accueil collectif. Donc, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé durant le premier confinement, parce que très vite, j'ai eu un sentiment d'inefficacité, de colère, de culpabilité. Donc, je rejoins un peu les témoignages qu'il y a eu avant. Et j'ai eu aussi cette culpabilité, en fait, d'être payée à rien faire.
très clairement. Ça a été vraiment une culpabilité assez forte pour moi. J'étais pas à l'aise avec ça. J'étais pas à l'aise avec le fait de rester à la maison. Et en plus, j'ai été contrainte d'être envoyée à mon rôle de mère et seulement à mon rôle de mère. Et ça a été dur pour moi parce que moi, j'ai fait des études pour travailler, pour ne pas justement être, mère au foyer, que mère au foyer. Et du coup, ça aussi, ça a été très dur pour moi. Alors, c'est vrai, on a eu des appels, enfin, on a développé des choses pendant le premier confinement, on a appelé, on est allé voir les gens au seuil de la porte, on ne rentrait pas, les gants, les masques, on a fait tout plein de protocoles qui ont changé à plusieurs reprises. On a inventé des nouvelles choses à faire, mais ça restait de l'individuel et qui n'est pas mon travail habituel. Donc, ça a été un peu perturbant, mais on a fait un peu. Mais ce peu n'était pas suffisant pour moi. Mais on ne pouvait pas faire plus. Mais vous voyez à quel point c'est encore très compliqué. Et ma difficulté a été aussi ce formatage qu'on a, moi que j'ai, c'est d'anticiper. On m'a toujours dit, on m'a appris à l'école d'anticiper. Au travail, j'ai été formatée à anticiper les choses, à les voir à long terme, sur 1 an, sur 4 ans, de voir les choses loin. Et là, plus d'anticipation. C'était, on construisait des choses et on les démolissait juste après. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté d'anticiper, en tout cas à long terme. Donc là aussi, c'est venu bousculer plein de choses en moi, dans mon travail, dans ma façon d'être au travail. Du deuxième confinement, donc on a pu revenir sur le site. Et là, j'ai aussi été bousculée dans ma pratique parce que je suis référente famille et il y a référente. Et là, les gens venaient et on me posait des questions sur le nombre de personnes qu'on pouvait être. Et tout ça, ça changeait tous les jours. Donc, j'avais plus de base sur lesquelles me poser pour répondre aux personnes. Donc, j'ai été déstabilisée en fait dans ce rôle de référente famille parce que du coup, je me sentais plus assez forte pour donner le change aux familles. J'étais aussi perdue qu'eux, voire plus, parce que j'étais perdue en tant que famille par rapport au Covid, comme tout le monde, mais j'étais aussi perdue dans mon travail. Et aussi, il n'y avait pas cette reconnaissance, comme le disait Frédéric, c'est ça. Il n'y a pas cette reconnaissance des travailleurs sociaux dans leurs soins, leurs soins apportés aux familles, ne serait-ce que dans l'écoute. Alors, je vais passer aux effets positifs parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est qu'effectivement, pour nous aussi, ça a renforcé la solidarité entre nous, de notre équipe. On s'est très vite... on a gardé ce lien d'équipe et on l'a renforcé. Les visios, les rencontres, on s'est vus plus souvent, plus fréquemment. Alors, c'est vrai qu'on a, entre guillemets, perdu des usagers. On a des personnes qui ne sont plus venues au centre social, mais par contre, on en a gagné dans le sens où de nouvelles personnes sont venues au centre social parce que justement, elles se sont dit qu'il fallait qu'elles se raccrochent à quelque chose d'ouvert et elles sont rentrées au centre social. Elles sont venues jusqu'à nous et ça a un peu cassé l'image qu'on peut se faire des centres sociaux, l'image négative, oui, que les centres sociaux ne sont là que pour des personnes qui sont en précarité. Or là, aujourd'hui, on est avec un nouveau public et une mixité sociale qui est bien plus importante aujourd'hui qu'avant la crise Covid. Il y a aussi quelque chose qui a changé, moi, en tant que professionnelle, et puis aussi personnel. De toute façon, il y a forcément un lien entre les deux. C'est que je suis plus exigeante envers mes employeurs en leur demandant d'être plus clairs sur ce qu'ils attendent de moi et ce qu'ils attendent de l'association. Ça va plus vite pour moi dans la demande de qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse et dans quelle direction je dois aller en tant que travailleur social. Et du coup, oui, ça va plus vite parce que on a passé cette crise et aujourd'hui, il y a ce besoin d'aller à l'essentiel. Le bénéfice aussi de cette crise, ça a été révélateur de dysfonctionnement. Alors, je dis que c'est un bénéfice parce que du coup,
comme il y avait des tensions, mais comme dans toutes les relations humaines, il y avait des non-dits qui restaient. Et ben, cette crise a fait que c'est sorti très vite et plus fort. Et du coup, ça nous a obligés aussi à les solutionner. Qu'est-ce qui ne va pas? On va mettre les choses sur la table et on va essayer de trouver des solutions ensemble. Donc là c'est les tensions intérieures ont permis de ne plus accepter certaines postures ou formes de communication. On se dit plus vite et plus clairement les choses. Alors, dans le sens de ma mission, moi, j'ai vraiment aujourd'hui une priorité à l'accueil des personnes et à la convivialité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on nous a empêché de faire pendant un temps? Aujourd'hui, bah, c'est encore dès qu'on peut, on le fait, on met en place des choses collectives. Alors, bien sûr, avec les mesures, tout ce qu'il faut en termes de mesures d'hygiène pour pas non plus faire n'importe quoi, mais quand même retrouver quand même le sens premier de ce que peuvent être les centres sociaux, une association de proximité passe par de l'accueil. Et on se rend compte aussi qu'au niveau de nos activités, elles ont été dynamisées. C'est-à-dire qu'on a plus de monde dans nos activités. Et en exemple, les sorties familiales, ce qui ne nous était pas arrivé depuis très longtemps, c'est qu'aujourd'hui, j'ai à peine sorti le programme que toutes les sorties familiales sont remplies. Alors qu'avant, je les annulais par manque de personnes. Et pour finir, je dirais que je me questionne beaucoup sur les crises actuelles et sur l'impact au niveau des personnes que nous accueillons et comment mon travail va devoir aussi s'adapter à des crises de changement rapide avec un impact fort. Et là, je pense plutôt à la crise en Ukraine, ce qui se passe en Ukraine et avec toutes ces augmentations des matières premières. Donc, tout ça, ça impacte aussi les familles aujourd'hui et ça va très vite. Voilà, je me questionne là-dessus, en fait, sur comment on va aussi devoir changer nos pratiques. Simplement, vous posez la question, est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment, vous êtes sorti de la crise? Alors, non. Sincèrement, je ne me sens pas être sortie de la crise, mais par contre, je me sens plus forte qu'avant la crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que j'ai cette capacité d'adaptation, peut-être que j'avais avant, mais qui n'était pas autant développée. Non, je ne me sens pas sortir de la crise, mais je pense que beaucoup de personnes en France, quand on entend, on voit ce qui se passe ailleurs et puis sur le quotidien, cette crise de la fin du mois, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment les choses vont se dérouler, mais en tout cas, moi, je m'y prépare déjà psychologiquement à comment on va se débrouiller, comment on va faire. Parce que beaucoup de familles qui viennent à votre centre sont concernées par cette fin du mois. Oui, bien sûr. Oui. Donc, c'est une crise qui s'ajoute. C'est une crise qui s'ajoute à une autre crise. Crise de la Covid en tant que telle. On s'est déplacé d'une crise sanitaire, essentiellement sanitaire, à une crise plus économique et sociale, au sens classique du terme. Oui. Et là aussi, il va falloir vous adapter. Il va falloir, on s'adapte. Et moi, j'avais pensé à un moment donné, voilà, à la radio, j'entendais, oui, mais voilà, une fois que la crise sera passée, celle du Covid, ça fera un peu comme les 30 Glorieuses, on repartira, mais en fait, non, ça ne se passe pas. Donc, c'est là aussi l'anticipation, en fait, tout ce qu'on peut imaginer dans le futur, finalement, en fait, personne ne sait, quoi, à part les voyants, et encore, je ne connais pas, mais du coup, je ne sais même pas, voilà. J'ai vraiment ce gros point d'interrogation où on me dit, oui, dès que la crise sera finie, bah, ça ira mieux. Bah non, en fait, c'est pas aller mieux. Enfin, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, en disant qu'on ne sort pas de la crise, en général, une crise, ça vient et ça s'arrête. Là, ça vient. Ça ne s'arrête pas là. Une espèce d'impasse, quoi, un sentiment d'impasse à la fois personnel et professionnel, et puis social. Merci à tous d'avoir pu témoigner.
Et du coup, je vais proposer à Michel Debout de conclure hein, par rapport à ces différentes interventions. Merci. D'abord, remercier les intervenants. Je crois que tout ce que vous avez dit était tout à fait démonstratif. Je crois il n'y avait pas besoin de faire beaucoup de théorie pour comprendre ce qui a été mis en jeu par ces crises successives. Enfin, la crise que d'abord on n'a pas évoquée, mais parce que ça avait commencé d'ailleurs par la crise des Gilets jaunes aussi. Celle-là, elle nous a marqué, hein, même si, bon, on peut en dire beaucoup de choses. Ensuite, la Covid et puis la crise en Ukraine. Enfin, on a l'impression que le monde lui-même, enfin, la géopolitique est en crise. Alors, ce sentiment de menace que j'évoquais au départ de mon propos, évidemment, on le vit peut-être encore plus intensément que on le vivait, parce que vous souvenez que quand la Covid enfin, quand ça a commencé, euh, quelqu'un nous a expliqué qu'on était en guerre. Et personnellement, j'ai réfuté totalement cette idée de guerre. D'abord parce que c'est un non-sens de faire la guerre à un virus. Ça n'a strictement aucun sens. Un virus n'a pas une intelligence qui veut nous détruire et se mettre à notre place. Un virus est un virus, c'est un élément organique qui se développe chaque fois qu'il le peut et qui s'arrête de se développer quand il ne le peut plus. Ce n'est pas un stratège, un virus, il n'a aucune stratégie. Expliquer qu'on était en guerre, c'était en fait provoquer chez nous des réactions plutôt d'hostilité. Quand on est en guerre, on devient hostile. Et puis aussi un peu d'infantilisation. On devenait des petits soldats, quoi. Il y avait le général en chef, et puis nous, on était réduits à l'état de petits soldats. Hein. D'ailleurs, à nos corps défendants, souvent. Je n'ai pas envie d'être un petit soldat. Enfin bon, voilà, on a tous subi ça. Et si vous voulez, je crois qu'au contraire, il aurait fallu dire qu'on était sous une menace virale, évidemment, et ce dont on avait besoin, c'était de renforcer les liens. C'était au contraire la solidarité, le lien, et que chacun prenne sa responsabilité et n'attende pas l'ordre du chef. Je crois que chacun, on était capable de comprendre que quand il y a une infection virus qui nous menace, eh bien la première des choses à faire, c'est de s'en protéger, c'est-à-dire d'avoir des masques, c'est-à-dire d'avoir aussi de pouvoir se couvrir les mains, se couvrir les pieds, etc. Ce qui s'est passé dans les EHPAD a été un scandale, un véritable scandale quand on a, parce que là, vous ne travaillez pas dans les EHPAD et je ne vous en fais pas du tout le reproche, mais je peux vous dire que ceux qui ont travaillé dans les EHPAD, quand ils ont dû interdire absolument à des familles dont le proche était en train de mourir et qu'ils n'ont même pas pu aller vers lui avant qu'il meure, et après la mort, ils n'ont même pas pu voir le corps, même pas pu voir le corps. Et que c'était d'une violence, c'était une violence contre ces familles absolument inouïe. Et tout ça sans raison. Et je vous le dis, un peu comme médecin et comme spécialiste de ces questions, sans raison, puisqu'on ne savait pas combien de temps un corps restait contagieux après la mort. On ne le savait pas, et personne ne le sait parce qu'on ne l'a même pas cherché. Voilà. Et si vous voulez, tout ça, c'est-à-dire des éléments négatifs, l'esprit du chef, transformé en petit soldat, etc., a fait que la société française, au lieu de se solidariser, au lieu de créer du lien, a vécu ça dans des situations un peu éparses où chacun faisait au mieux qu'il le pouvait, et souvent d'ailleurs en se demandant s'il faisait bien en plus. Chacun d'entre vous, au départ en tout cas, se demandait s'il faisait bien. Bon, alors heureusement, on est sorti de cela. Il a fallu du temps. Et encore une fois, maintenant, on en est au moment où toute cette crise a des effets, notamment sur la santé mentale. Vous avez évoqué, à juste raison, la santé mentale des jeunes, mais il y a d'autres sous-populations qui sont en risque pour leur santé mentale. C'est notamment ceux qui sont restés au chômage. Parce que, bon, certes, il y a moins de chômeurs qu'avant, mais il y en a encore du chômage. Il y a surtout beaucoup de précaires.
Or, le précaire, par rapport à ce que je disais tout à l'heure de la crise du temps, par hypothèse, celui qui a un travail précaire, il ne peut pas se projeter sereinement dans l'avenir, puisqu'il ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Et donc, toutes ces personnes sont en risque psychique. Et puis, il y a aussi les personnes âgées qui ont quand même, parce que même si maintenant ce n'est plus le cas, ont quand même traversé des périodes de tension, de séparation, qu'il faut maintenant qu'elles s'en sortent, mais ça ne va pas être toujours facile. Et puis ce que vous avez ajouté sur la crise économique et sociale, qui, elle, en rajoute sur tout ça. Alors, je voudrais simplement terminer par deux notions qu'on n'a pas encore abordées, et puis peut-être pour donner un prolongement à notre discussion de cet après-midi. La première notion, c'est l'épuisement professionnel. Vous l'avez, certains l'ont évoqué, mais pourquoi il y a un risque accru d'épuisement professionnel? Vous savez, l'épuisement professionnel, qu'on appelle aussi burn-out, parce que ça fait bien d'employer des termes anglais, comme ça fait savant. Hein. Vous savez, je sais pas. Et souvent, ce qui est intéressant quand on dit burn-out, c'est simplement pour faire référence à la première description qui a été faite de ce que les premiers auteurs psychiatres ont appelé burn-out. Et ça remonte aux années 1970. Vous voyez, c'était pas hier, hein, c'était 70. Et c'était un psychiatre américain. Et ce psychiatre américain, il avait décrit des réactions dépressives, soit cyniques, soit dépressives, qui survenaient chez des aides sociaux, on dirait des travailleurs sociaux, mais là, à la mode américaine, qui était aussi dans le soin, dans les deux soins, dans le prendre soin, la portée des soins, de jeunes toxicomanes. Et ceux qui sont, et vous parliez de Rimbaud, vous savez peut-être que j'étais à l'origine il y a longtemps, là aussi dans les années 70, de l'association Rimbaud, et l'idée c'était justement de prendre en compte cette globalité des difficultés. Elles ne sont pas seulement psychologiques, elles sont aussi psychologiques, relationnelles, sociales, économiques, tout ça, ça nécessite des réponses adaptées dans tout ce champ-là, et pas simplement je vais te donner du soin ou bien je vais m'occuper de toi, mais l'ensemble. Et ce qui était particulier, en tout cas pour ce psychiatre américain, c'est que certains de ses soignants n'arrivaient plus à soigner. Ils n'arrivaient plus à soigner, donc soit ils devenaient cyniques, c'est-à-dire que si, ils étaient encore au travail, mais ils faisaient un travail qui n'avait plus de sens. Mais leur cynisme leur permettait de continuer, mais sans se sentir atteints par le travail et surtout par les jeunes qui voyaient en train de se détruire au sens plein du terme. Hein. Et c'est ça qu'il a appelé burn-out, c'est-à-dire des salariés qui, confrontés à un travail qui perdait de son sens parce qu'il n'arrivait pas à aider ces jeunes, qui retombaient chaque fois, qui rechutaient, etc., s'épuisaient à travailler, s'épuisaient physiquement, psychologiquement, émotionnellement, et donc intellectuellement. Et la notion d'émotion, c'est pour ça que j'insiste dans le travail, est certainement une émotion sur laquelle il faut qu'on soit plus attentif. Ça veut dire quoi l'émotion? Eh bien, ça veut dire que quand on travaille, certes, on remplit une tâche, on remplit une obligation parfois, etc., mais on trouve aussi soit du plaisir, soit au contraire, on a de la peur, on a de la crainte, on a de la colère, on a tout ça. Et toutes ces émotions, ça participe à notre travail. Et quand on n'a que des émotions négatives, quand on a simplement la peur que la détresse de l'autre finisse par nous atteindre nous-mêmes, parce que c'est ça aussi, il se trouve que j'ai soigné pas mal de gens qui étaient dans une grande détresse et qui étaient même en risque suicidaire, eh bien, au bout d'un moment, si vous voulez, si vous n'y prenez pas garde, vous risquez de vous faire envahir par la détresse de l'autre. Donc, et c'est pour ça que certains devenaient cyniques, justement pour ne plus être envahis par la détresse de l'autre, mais en devenant cynique, eh bien, ils ne soignaient plus. Parce qu'on ne peut pas soigner quelqu'un qui a besoin d'empathie, qui a besoin qu'on l'accompagne en étant cynique. Donc, vous voyez, mais c'était pour se sauver eux-mêmes. Hein.
ce burn-out, ou bien alors ceux qui devenaient complètement épuisés psychologiquement et qui s'arrêtaient de travailler. Et donc c'est ça, si vous voulez, le burn-out, l'épuisement professionnel, et on l'a déplacé de ces soignants, enfin de ces aidants, à toutes les professions. Et donc, si vous vous posez la question de savoir si autour de vous, dans vos collègues de travail, dans vos gens qui travaillent avec vous, vos collaborateurs, etc., s'il y en a qui présentent enfin, ce qu'on appelle burn-out ou épuisement, posez-vous toujours la question de ce qu'il ressent émotionnellement de son travail. À quel niveau d'émotion il est dans son travail. Est-ce qu'il a encore, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous avez dit, vous aviez plus de plaisir. Enfin, le travail, c'est aussi un plaisir pour vous parce que c'était, vous avez voulu travailler. Vous êtes une mère, mais vous avez voulu travailler, comme beaucoup de femmes le veulent, etc. Et donc, on vous a privé de ce plaisir-là. Donc ça, on vous a privé d'un plaisir positif. Mais il y en a qui ressentent un plaisir négatif parce que, juste, enfin, je ne vais pas me répéter, j'espère que vous avez à peu près compris ce que j'ai dit. Donc, l'épuisement professionnel. Ça, c'est une question que je crois se pose surtout dans tous vos métiers, les métiers du soin, enfin de l'aide, de l'entraide, qu'elle soit même culturelle, sociale. C'est toujours un métier qui est en risque d'émotions négatives et d'interrogation sur le sens de ce qu'on fait. Et puis, ce que je voulais dire d'autre, c'était ce qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la résilience. Alors, moi, ça m'amuse quand on parle maintenant, vous avez vu, on vous a dit un budget résilient. Un budget résilient, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un budget ou c'est pas un budget, mais un budget, il n'est pas ni résilient ni pas résilient. Tout ça, c'est du verbiage. La résilience, c'est la capacité à revenir dans un état serein, dans un état, disons, satisfaisant, après un moment où on a vécu justement une crise, où on a vécu une incertitude, où on a vécu des remises en cause de tout ordre. C'est ça la résilience. Et donc vous comprenez bien que pour parler de résilience, par hypothèse, il faut que la crise soit derrière nous. On ne peut pas être résilient pendant la crise. Pendant la crise, on ne peut que s'adapter, on ne peut que se solidariser. C'est quand la crise sera derrière nous qu'on pourra éventuellement parler de résilience. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est tisser du lien, comme j'ai essayé de dire tout à l'heure, savoir aussi où on en est, les uns et les autres, par rapport à ce lien. Ce n'est pas simplement magique de dire ouais, moi, je vais faire du lien, je vais sourire, etc. Enfin, je ne vous apprends rien. C'est plus compliqué que ça, le lien humain. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, heureusement que c'est compliqué, le lien humain. Je dis souvent à ceux qui me posent la question, mais tant mieux que ce soit difficile. Parce que si on était tous pareils, on n'aurait plus rien à se dire. Et si on n'avait rien à se dire, alors pourquoi on se rencontrerait? Pourquoi on travaillerait? À quoi ça servirait? À rien. Donc, d'une certaine façon, c'est le prix à payer de l'autre. Forcément. Forcément que si il y a une ressource et un plaisir dans la relation à l'autre, il peut aussi y avoir, par certains moments, au contraire, du conflit, de la difficulté, voire de la violence. Et je fais bien la différence entre conflit et violence. Et souvent, c'est une différence qui n'est pas suffisamment faite de mon point de vue. Juste pour vous dire un mot, dans le conflit, je ne suis pas d'accord avec vous. Je peux me mettre de façon offensive en désaccord avec vous. Je peux même dire ma position, fortement. Mais je vous reconnais le droit d'avoir une position, une parole. Dans la violence, je ne suis pas d'accord avec vous, donc vous n'avez plus le droit à la parole. Et à la limite, je vous tue. Si ça ne va pas jusqu'à tuer la personne, dans la violence, on l'empêche de parler. Le harcèlement moral, c'est une forme de violence pour empêcher, enfin bon, je ne vais pas tout reprendre, vous le savez tout ça. Donc vous voyez, il faut bien différencier conflit et violence. Le conflit dans le travail, il est, je l'ai dit, je ne connais pas de travail sans conflit, mais le conflit, c'est une forme d'expression de chacun, et c'est là où il faut trouver aussi une solution qui, dans la négociation, dans ce que vous faites, dans la médiation, etc. La violence, non, la violence, c'est inacceptable. Et la violence au travail, c'est inacceptable, il faut le redire. Alors, la résilience, ça sera quand on sera sorti de la crise, eh bien, on se reverra et on parlera de programme de résilience. Pour l'instant, c'est simplement de parler de comment s'aménager en période de crise, mais vous l'avez parfaitement dit, les uns avec les autres, donc j'ai rien à ajouter. Alors, j'ai par contre des questions qui me sont posées. Notion de collectif. Oui, alors, merci, parce que c'est vrai que
quand je suis intervenu au début de mon propos, dans mon introduction, je vous ai parlé du lien humain et bon, je ne voulais pas être trop long non plus, mais peut-être que c'est un oubli inconscient, je n'ai pas utilisé le terme collectif. Mais je crois beaucoup au collectif, mais travailler, c'est d'abord être en collectif. Je ne connais pas de travail. Je dis souvent qu'on travaille, personne ne travaille seul. Même le poète qui écrit son poème, il croit qu'il est seul. Et ce n'est pas vrai. Être poète, ce n'est pas écrire un poème. Moi, je suis poète tout de suite. Je vous écris un poème. Je ne suis pas poète pour autant. Je serai poète si je prends ce poème, je l'envoie à un éditeur, que l'éditeur le lit, me fait des corrections, me dit combien tu veux pour ce poème, l'imprime et puis vendre le livre. Donc j'ai besoin des autres. Le poète a besoin des autres, s'il veut être un poète. S'il veut simplement faire de la poésie chez lui, il n'est pas poète. Il est comme nous tous, on écrit tous. Vous voyez, j'écris des petits graffitis, comme ça m'aide à penser. Hein. Donc voilà, on ne peut pas travailler sans les autres. Alors, il y a les autres, ça veut dire peut-être des petits groupes ou des grands groupes, mais c'est tout ça. Hein. C'est la socialisation de la personne. Le travail, c'est aussi une façon de nous socialiser, pas rester renfermés sur nous-mêmes. Et j'essayais de dire tout à l'heure. Et donc, dans ce travail, le sens du collectif, c'est quoi? C'est simplement dire, on ne travaille pas simplement pour le rendement de l'entreprise, quelle que soit l'entreprise. Ça peut être un rendement social, entre guillemets, hein, quand on s'occupe des autres, mais pour ce rendement, on s'occupe aussi parce qu'on participe d'un partage avec d'autres qui ont à la fois les mêmes interrogations que nous, les mêmes exigences que nous, les mêmes problèmes que nous. Et ce collectif fait aussi que parfois on se sent bien ou parfois on se sent mal, parfois on se sent à côté, parfois on a l'envie que ce collectif avance ensemble. Et alors, c'est vrai que la crise, enfin le confinement, il a, je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, il a quand même cassé le collectif. Et ce que j'ai entendu de ce que vous avez dit, que l'effet positif, ça a été le retour de la solidarité. Vous avez été plusieurs à parler de solidarité. Je crois que ça, c'est très important. Mais attention, la solidarité, il faut savoir la travailler aussi, parce que des fois, elle se délite. Hein. On croit, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on était là, et puis les autres, ils étaient restés là. Et que, voilà, enfin, je ne vous apprends rien en vous disant ça, mais c'est simplement, voilà, s'il y a eu cet effet positif, eh bien, il faudra savoir l'entretenir. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie de votre écoute et de cet échange, et j'espère qu'il vous aura servi pour la suite. Donc, je suis chargée d'arrêter ce bon moment de partage, puisque je suis en charge de la conclusion. Je vais le faire avec un mot sympathique, le mot merci. Merci qui fera le lien entre nous tous. Merci à l'école des parents 42 de la Loire qui nous a accueillis, qui nous a offert ses locaux pour mettre en place cette table ronde. Merci bien sûr à Monsieur Michel Debout par son intervention très riche, instructive. Et bien sûr, merci à tous les partenaires là, Lydie, Frédéric, Fabrice, Agnès, Amida, Audrey, Pauline et Valérie pour avoir témoigné et participé à la table ronde. Ça nous permet, et merci aussi à vous qui êtes à distance et qui, grâce à votre présence, eh bien, vous faites réseau, vous faites collectif et vous faites vivre du collectif. Donc, ce qui est l'essence même du réseau, hein, du REAP, faire réseau, faire vivre le collectif. Et on l'a bien rappelé aujourd'hui, car pour trouver un bon moyen de faire face aux changements et aux crises qui nous traversent, il est mieux de faire ensemble. Et nous essayons, là, à travers le REAP, de faire des partages d'expériences et des partages de pratiques, de créer un peu des outils et des solutions mutualisées. Et cela nous permet de garder notre dynamisme et notre motivation.
C'est pourquoi on tenait avec Agnès et Valérie à vous rappeler que nous étions vraiment là, hein, présents pour vous, pour répondre à vos besoins et trouver surtout avec vous des solutions pour adapter nos postures professionnelles dans le soutien à la parentalité. Alors n'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter, car c'est tous ensemble que nous formons le réseau de la parentalité dans la Loire. À bientôt. Au revoir.